La rançon de la vertu. Prologue. Deuxième partie. Les soldats empruntèrent le chemin de ronde, puis se mêlèrent à une masse de guerriers qui patientaient au bord des falaises. Groupe après groupe, les Tanélois grimpaient sur des monts de charge habituellement destinés à hisser les marchandises des quais situés une centaine de mètres plus bas. Lorsque ce fut leur tour, Avelin, Guillaume et ses hommes posèrent le pied sur la plateforme de bois branlante qui, après un à-coup brutal, se mit à glisser le long de la paroi rocheuse. Ils descendirent rapidement. À droite comme à gauche, d'autres troupes sur leur propre mont de charge suivaient, accompagnées du cliquetis des énormes chaînes d'acier qui roulaient au fil des poulies. La plateforme toucha abruptement le sol, déséquilibrant les passagers qui la quittèrent sans attendre pour courir vers les pontons qui se jetaient vers la mer. Là, ils bondirent dans l'une des nombreuses esquifs qui les attendaient. Sous la cadence des rames qui plongeaient dans les vagues, les cris, l'éclat des explosions et le battement des tambours de guerre se firent de plus en plus forts. « Si les neufs n'ont pas mon âme cette nuit, je jure d'entrer dans les ordres. » promit Lionel. Avelin lui jeta un regard réprobateur. Ne blasphème pas, soldat. Lionel leva les yeux vers lui, une malice couvant dans son œil. « Je ne leur demande qu'à mettre ma foi à l'épreuve, monseigneur. » Avelin et sa troupe atteignirent finalement la dernière ligne de défense navale et s'arrêtèrent entre deux bateaux de guerre. Les voiles des bâtiments, toutes différentes, claquaient sous les assauts du vent brûlant. Des ordres résonnaient au-dessus de l'eau, hurlés dans des langues que Guillaume et ses hommes n'avaient sans doute jamais entendues. Tout autour, d'autres embarcations plus modestes, chargées elles aussi de nombreux plongeurs, chaloupaient sur la mer. Un calme froid régnait sur les marins. Nul ne disait mot, et seul planait l'écho menaçant de la bataille au loin. Les guerriers enfilèrent leurs crampons d'acier, serrés à leurs bottes, et patientèrent. Une alarme résonna sur le pont du navire, juste au-dessus. Une flèche enflammée en décolla, fila en cloche dans les airs avant de mourir dans les flots. « Il est à nous !» cria Avelin. Guillaume et ses hommes s'observèrent mutuellement, et leurs cœurs se mirent à battre au rythme des tambours. « En avant !» ordonna le jeune seigneur en tournant son regard vers le large. « Putain, perds pas de temps !» souffla Jean à son frère. Les soldats s'exécutèrent. Ils enfilèrent leurs gants crochetés puis se mirent à ramer vite et fort pour s'engager entre les navires de guerre. Intérieurement, Hérios se mit à prier tous les dieux qu'il connaissait. 4 autres esquifs se glissèrent dans leur sillage, alors qu'une volée de flèches de feu montait dans les airs tout au long de la muraille flottante. Lorsque la trentaine d'hommes dépassa la ligne de démarcation, la mer devint subitement rouge et noire, marquée par le creux des vagues et la lumière des feux innombrables qui flottaient sur la surface de l'eau. Au loin, Avelin remarqua le bâtiment ennemi qui avait déclenché l'alarme. Une grande caraque, le vent en poupe, qui perçait les reliefs de la mer. Ses voiles jaunes luisaient dans la nuit et arboraient un albatros en guise d'emblème. Une détonation retentit. En un éclair, l'une des esquifs qui précédait Guillaume et ses hommes fut pulvérisée, éclatée en 1000 morceaux par une explosion blanche, vive et crépitante. Il monta des cris informes, des débris de bois et des lambeaux de chair furent projetés dans les airs et retombèrent en une pluie funeste dans les eaux profondes. Aucun marin n'avait survécu. « Plus vite !» hurla Avelin. « On fonce droit dans la gueule du loup !» l'interpella Lionel, affolé. Guillaume tonna. « Alors ne lui laissez pas le temps de mordre ! Ramez !» L'équipage redoubla de ardeur. La distance entre la petite esquif et l'imposante caraque diminuait à vive allure. Lorsque Faljalad aperçut l'un des crash-tonnerres pointer sa gueule depuis la proue du navire, il cria. « Plongez !» « Attendez !» l'interrompit Avelin. Guillaume ignora l'ordre de son seigneur pour se jeter sur lui. Ils basculèrent ensemble dans les eaux noires. Leurs camarades les suivirent de près tandis que derrière eux, leur embarcation volait en éclats emportée par le feu alchimique. Les plongeurs s'activèrent sans attendre. Ils nagèrent vers l'imperturbable caraque qui avançait droit sur eux. Lorsqu'elle fut à une trentaine de mètres, le groupe se scinda en deux. Hérios et les frères de Brin d'un côté, Faljalad et Guillaume de l'autre, suivis de près par Avelin. Au passage du navire, les soldats se jetèrent sur sa coque et s'y accrochèrent à l'aide de leurs gants. À la force des bras, ils se hissèrent sur la paroi du bateau puis y plantèrent leurs crampons dès qu'ils le purent. Un geste après l'autre, ils commencèrent leur difficile ascension. Avelin, à la traîne, fut à 2 doigts de se laisser emporter par le courant.
Guillaume et Faljalad l'attrapèrent par le col et le tirèrent du plus fort qu'ils purent hors des eaux. Leur progression n'en fut que plus lente et harassante. À leur suite, d'autres plongeurs s'attaquaient à la coque du navire et à sa périlleuse escalade. Par instants, l'artillerie faisait feu depuis le pont de la Caraque, faisant trembler le bateau tout entier. À peine furent-ils arrivés au niveau du bastingage que Guillaume et Faljalad bondirent sur le pont. Ils se retrouvèrent face aux envahisseurs, des hommes maigres, en haillons et à la peau brunie par le soleil. Des esclaves chahinards. Dans leurs yeux tremblait la lueur vacillante des lanternes et la folie du désespoir. Sur l'autre bord, Hérios et les frères Debrun étaient déjà aux prises avec l'ennemi. Ils se battaient comme des lions, repoussant au mieux leur adversaire afin de tenir un espace suffisant pour que les autres plongeurs grimpent à leur tour. De leur côté, Guillaume et Faljalad firent eux aussi front de concert. Comme deux flèches, ils percèrent au travers des rangs ennemis, veillant davantage l'un sur l'autre que sur leur propre vie. Derrière eux, leurs compagnons affluaient, hurlant comme des bêtes, portant dans leurs cris peur et colère. Les lames et les lances s'entrechoquèrent en tous sens. Les cris de douleur déchirèrent le fracas des armes. Les corps hurlants s'effondrèrent sur le sol, trempés de sang et d'eau de mer. Lorsque le dernier esclave s'écroula, aucun cri de liesse ne s'éleva dans l'air. Ça et là, des blessés rampaient, se tordaient sur le pont. Machinalement, les guerriers terminèrent ce pourquoi ils étaient venus. Au fur et à mesure, les râles et les complaintes se turent, au son de l'acier effrayant dans la chair. Un groupe d'hommes s'affaira à stopper le navire dans sa course folle. Tandis qu'il les vit monter sur le château du bâtiment, Guillaume remarqua un jeune esclave d'une douzaine d'années grièvement blessé à la hanche. Lorsqu'il croisa son regard, le garçon se mit à répéter sans cesse les mêmes mots dans une langue inconnue. Le lieutenant dégaina son couteau et s'approcha d'un pas résigné, tandis que les joues du garçon se baignaient de larmes. Mais, alors qu'il s'apprêtait à achever le blessé, Guillaume s'arrêta. Avelin se trouvait tout près, au bord du bastingage, trempé et le regard allant et venant le long du navire. Les yeux du lieutenant se posèrent alors sur la lame tremblante que son capitaine gardait fébrilement au creux de son poing. Elle était vierge, dénuée de la moindre tache vermeille. Guillaume enjamba le garçon et d'un geste brusque plaqua son couteau contre le torse de son supérieur. Il le défia. « À vous l'honneur, monseigneur. » Avelin baissa les yeux sur le couteau avant de revenir au visage de Guillaume. Le guerrier, la face maculée de sang, le transperçait du regard. Avelin déglutit et se saisit de la lame. Il fit quelques pas jusqu'au garçon qui balbutiait toujours sa rengaine, puis se figea. « Que dit-il » demanda Avelin d'une voix tremblante. « Il vous supplie. » Comprenez-vous le sens de ces mots ? Bien que hors de vue du jeune seigneur, Guillaume fit non de la tête. Avelin sentit les regards posés sur lui. De toutes parts, les guerriers l'observaient. Le poids de leurs prunelles pesait sur son bras. Il mit un genou à terre et plaqua le garçon contre le sol. Le jeune esclave se débattit, bien plus que ce que son état aurait pu laisser croire. Le premier coup, maladroit, entra de biais dans sa poitrine et l'acier racla contre l'une de ses côtes. Le petit hurla à s'en déchirer la voix et se tordit comme un ver cloué sur une planche. De ses mains luisantes, couvertes de sang, il peignit le visage du capitaine alors qu'il tentait en vain de le repousser. Le second coup fut le bon, même s'il n'emporta pas tout de suite sa victime. D'abord, les gémissements aigus se muèrent en un gargarisme inepte. Un voile gris recouvrit doucement ses yeux, accompagnant ses paupières. Un dernier souffle s'échappa, faisant éclater une grosse bulle rouge à la frontière de ses lèvres. L'instant d'après, l'enfant était mort. Avelin se redressa, chancelant. La main lourde de Guillaume lui tomba sur l'épaule. Le lieutenant le scrutait d'un œil neuf, le visage aussi rouge et dégoulinant que celui de son supérieur. Enfin, il semblait se comprendre. « Guillaume !» Il fit volte-face. Les Debrun remontaient de la cale, transportant avec eux un chahinard en piteux état. « Qu'y a-t-il » Ils agenouillèrent de force le prisonnier devant lui. « Il y a un stock effrayant d'albefeu là-dessous. De quoi réduire le bateau en cendres. » expliqua Lionel. « Ce bâtard était à 2 doigts de se faire sauter. Et nous avec. » ajouta Jean. « Il a lutté comme un diable lorsqu'on l'a trouvé. » Guillaume dévisagea l'esclave à demi conscient. Les 2 frères l'avaient presque battu à mort.
Que voulez-vous que je fasse de ça ? Demanda le lieutenant. Jetez ce bougre à la mer, que je n'ai pas à souffrir de sa vue plus longtemps. Guillaume se retourna. Où est le capitaine du navire ? Pas à bord. Répondit Faljalad qui revenait de la cabine, inquiet. Nous n'avons trouvé aucun officier. Guillaume leva un sourcil. Derrière lui, Avelin observait la scène, l'air égaré. Vous avez tout fouillé? Vous êtes sûr? Faljalad acquiesça. Une voix appela. « Lieutenant !» Quoi encore ? Tempêta Guillaume. Il se calma un instant lorsqu'il vit l'homme qui l'avait interpellé. C'était Erios, qui criait depuis la proue. Il n'y a que 3 crash tonnerres ici, à peine utilisables, et presque aucune munition. Faljalad s'attarda sur les esclaves qui gisaient le long du navire. Ils n'étaient pas très nombreux. Fit-il remarquer. Guillaume balaya les corps du regard, cherchant parmi les cadavres un quelconque gradé. Ses yeux se détachèrent du charnier pour se perdre dans le vague, vers les feux qui constellaient la baie. Soudain, une étincelle passa dans ses yeux. Sa mine s'assombrit brutalement, et il se jeta à l'assaut de l'échelle de corde qui grimpait jusqu'au nid de pie. « Faites gonfler ces voiles !» cria Guillaume. « Lionel, tu prends la barre !» Lionel n'attendit pas. Il courut vers l'escalier qui montait jusqu'au château, tandis que les autres soldats les observaient s'activer. Avelin, désorienté, interpella Faljalad. « Et toi? Explique-moi ce qui se passe !» Le guerrier se tourna vers son capitaine, le visage grave. « C'était un leurre, Seigneur. » Guillaume était assez haut pour voir la baie tout entière, plongée dans le noir et parsemée de ses nombreux flambeaux. Brusquement, un navire ennemi explosa. Il disparut en un instant, comme foudroyé de l'intérieur, et il en monta des traînées luminescentes d'un blanc aveuglant qui crépitait vers le ciel, fusant dans l'air avec un bruit strident. Le flash illumina un instant la baie, et dès que la clarté retomba, d'autres navires subirent le même sort. Une chaîne d'explosions traversa la mer, emportant avec elle tous les bateaux de la flotte Shainar. Le cataclysme pyrotechnique forma un immense arc de feu blanc sur les eaux. Flèches et lances de lumière alchimique en furent projetées en tous sens, déchirant le ciel à en faire pâlir les étoiles, éclairant la baie, la cité et ses rivages à des lieues à la ronde. Jamais homme n'avait vu tel spectacle, si bien que nombre d'entre eux crurent faire face à la colère divine. Guillaume resta coi quelques instants. Le regard brouillé, des taches blanches imprimées sur ses rétines, il manqua de chuter depuis le haut de son perchoir. Il ne lui fallut pas longtemps pour saisir la gravité de ce qu'il venait de se passer. Sur toute la ligne de front, les autres plongeurs avaient été envoyés tout comme lui à l'assaut des navires ennemis qui approchaient. Tous étaient piégés, et en un battement de cils, la quasi-totalité d'entre eux avait été anéantie, balayant des centaines de vies en un instant, incinérées par la fureur de l'albe-feu. Le lieutenant retrouva doucement la vue. Il tombait encore du ciel des traînées blanches et brillantes, en gouttes qui pleuvaient comme des étoiles éphémères sur les vagues et les carcasses des navires perdus dans une épaisse fumée grise. À travers le voile résiduel des explosions, il perçut une ombre qui se dessina rapidement. Tout à coup, au loin, un nouveau vaisseau émergea, arrachant des filets de brume qui semblèrent s'accrocher à sa coque. Guillaume était né à La Tannelle, la ville portuaire la plus importante du monde connu. Pourtant, au cours de ses 3 décennies d'existence, jamais il n'avait pu contempler un navire si massif. Fait de bois sombre, long de 300 pieds et hérissé de 4 mâts gigantesques drapés d'immenses voiles noires. D'ici, le caporal devinait la batterie de crash tonnerre qui lui bordait les flancs. Une énorme tête de loup, la gueule béante, était sculptée sur sa proue. Le navire fendit les eaux et brisa une épave sur sa route comme un fétu de paille. Il fonçait droit, inexorable, vers la cité et sa dernière ligne de défense. C'était un désastre. À la vue du colosse, Guillaume hésita, fébrile. Il aurait voulu fuir. Son regard se porta sur les falaises de l'île du Berceau, maculées de brume. Au-delà, son épouse l'attendait, comme son enfant à naître. Il quitta la vigie à la hâte. Lorsqu'il arriva sur le pont, ce fut pour trouver des guerriers hagards et désemparés. Certains étaient recroquevillés sur eux-mêmes, d'autres semblaient pétrifiés, le visage crispé d'épouvante, figé par la puissance dévastatrice de l'albe-feu. « Levez-vous » hurla-t-il. « Levez-vous » Les hommes reprirent un peu de contenance en voyant Guillaume les haranguer. « Tanellois, debout ! Debout ! Ce n'est pas terminé !»
Est-ce là le souvenir que vous voulez laisser par-delà la mort? Des lâches, prostrés sur le pont d'un navire conquis? Guillaume semblait possédé. Ses yeux s'embrasèrent, sa voix porta au loin, pleine de rage et de rancœur. Certains hommes se relevèrent. Nous sommes toujours vivants! Rien n'est fini, tant que ces bâtards ne dormiront pas sous le sable de notre cité. Tandis qu'il criait, Guillaume relevait chaque guerrier qui ne l'avait pas encore fait, interpellant un soldat après l'autre. Il se dressa sur le bastingage et pointa du doigt le monstre de bois. Je ne laisserai aucun de ces sauvages poser le pied chez moi. Aucun prendre ma femme. Aucun brûler ma maison. Je suis Tannélois et je suis un homme libre, et je tuerai quiconque veut prendre ce qui est à moi. Les hommes crièrent de concert, portés par un nouveau désir de violence. Guillaume avait rallumé la flamme dans leur cœur, qui brûlait désormais d'une haine vengeresse envers ces envahisseurs venus d'au-delà des mers. Guillaume descendit du bastingage et saisit son capitaine par le bras. « Monseigneur, ordonnez à tous les hommes qui n'aident pas à naviguer de se mettre à l'abri au plus près de la poupe, et que Lionel prenne ce bâtiment en chasse. » Son supérieur s'exécuta. Les plongeurs gonflèrent les voiles, le vent monta et la caraque se lança sur la trajectoire de l'immense vaisseau. Guillaume se retourna vers ses frères d'armes. « Les gars, je veux tout l'albefeu à la proue !» Ses compagnons comprirent son plan et s'immobilisèrent. « T'es malade ?» lâcha Jean. « Rares sont les hommes qui peuvent choisir leur mort, » répondit Guillaume. « Et les options qu'il vous reste s'amenuisent, mes amis. À vous de décider de votre sort. » Il s'élança vers la cale, descendant les marches 4 à 4 pour y découvrir les malles renfermant les sphères d'albefeu. Avec peine, il s'efforça de soulever l'une d'entre elles, en vain. Les caisses étaient trop lourdes. Le temps pressait. Hérios apparut, une angoisse bien visible gravée sur son visage. « T'es sûr de toi ?» demanda-t-il. Guillaume fit non de la tête et répondit. « Il faut bien essayer !» À sa suite, Jean et Faljalad firent irruption dans l'escalier. Ils n'eurent pas le temps d'atteindre les malles que la coque du navire explosa sous le coup d'un projectile. Une détonation tonitruante leur brisa les tympans. Une volée de grenailles de plomb fusa en tous sens, accompagnée de fragments d'albefeu qui embrasèrent l'habitacle en un instant. Sous le choc, les plongeurs furent jetés à terre, mais par miracle, le coup avait porté à l'avant du bateau, épargnant les malles. Jean et Faljalad furent touchés par quelques éclats, mais ils ne souffrirent d'aucune blessure grave. Remerciant les halles, ils se saisirent à la hâte des caisses et s'extirpèrent in extremis de la cale avant qu'un nouveau tir ne pénètre une fois encore le bateau. En arrivant à l'extérieur, les guerriers prirent à revers des rafales de fumée grise et brûlante qui balayaient le vaisseau, mais qui également le camouflaient en partie. Malgré tout, des tirs ennemis faisaient irruption du voile gris et ravageaient le pont. Guillaume et ses hommes coururent aussi vite qu'ils le purent vers la proue. Sur leur chemin, l'un des mâts fut détruit avec fracas. Une partie du bastingage explosa dans une gerbe blanche et crépitante. Ils atteignirent la proue du navire et y placèrent les malles. La toile de fumée se dissipa sous les assauts du vent. Le monstre de bois apparut, si près que Guillaume et ses guerriers purent voir les membres de son équipage et les gueules des crash-tonnerres pointer vers eux. « Courez !» Ils sprintèrent à perdre haleine dans l'autre sens, fuyant vers la poupe. Les tirs alchimiques les frôlèrent, et à peine eurent-ils atteint le centre du navire que la caraque toucha sa cible. Sous la puissance de l'impact, l'albefeu explosa et un enfer blanc et lumineux enveloppa les frères d'armes. Guillaume reprit connaissance, du sang chaud coulant sur sa nuque, un goût de cendre et de fer baignant dans sa bouche, et une odeur insoutenable de chair brûlée inondant son nez. Autour de lui, tout n'était que cris, désolation, feu, cadavres, fumée et braise. La caraque n'était plus qu'une épave, à demi couchée sur sa coque, échouée sur le fond marin. Seule une infime partie du pont et du château avait résisté et demeurait émergée. À travers les tourments de nuages brûlants, Guillaume devinait le monstre de bois éventré, stoppé dans sa course, brisé en deux. Il baissa les yeux sur le poids mort qui comprimait ses jambes et son bas-ventre. Un malheureux était étendu, inerte, le corps criblé de bois et de métal qui déchiquetait ses chairs. Son visage était ravagé, transformé en une bouillie informe, en un agrégat de viande en lambeaux et d'eau brisée. Guillaume reconnut le mort à ses vêtements déchirés. Il l'écarta et le corps d'Hérios roula sur le côté.
Il se releva, sonné, claudiquant comme un pantin désarticulé couvert de suie sur les restes du pont. Ses yeux étaient vides, sa bouche ouverte laissait couler un filet de bave rougie, et il trébucha piteusement sur un cadavre. Jean gisait là, affreusement mutilé, écrasé par le canon d'un crash-tonnerre. Son ventre avait implosé sous le poids de l'acier, et ses tripes se répandaient le long du pont. Guillaume leva les yeux vers les ruines du château. Le sommet avait été pulvérisé par l'explosion. Il sut à cet instant que Lionel ne serait jamais retrouvé, qu'il reposait déjà sous les sables de la baie comme des milliers d'autres marins offerts en pâture aux crabes, aux langoustes et aux requins. Le visage de Guillaume resta inchangé, comme sculpté dans un marbre noir et froid. Plus bas, d'autres cadavres, des morceaux à dire vrai, chaloupaient sur la mer et venaient s'échouer sur les restes du vaisseau. Guillaume les scruta, longtemps, spectre au milieu des flammes. L'esprit morcelé, il ne parvenait pas à différencier les reliefs des vagues de la chair brûlée, le sang de l'eau de mer. Il ne réaliserait que bien plus tard, dans ses songes, que parmi les corps et le bois flottant se trouvait le buste calciné de Fal-Jalad, oscillant comme un débris de plus, réduit à l'état de tronc difforme. Tous ces hommes ne connaîtraient ni le repos de la tombe, ni les honneurs du bûcher. Et bien vite, leur nom serait oublié. Guillaume, lui, garderait ses visages meurtris, ses corps brisés, ses membres épars gravés dans sa conscience, marqués au fer rougi par le feu de la bataille. Par son ordre funeste, il serait élevé au-dessus de ses frères d'armes. Par leur mort injuste, il deviendrait un héros de guerre.